Donc poursuivons sur le ou la pervers narcissique qui viennent jouer la victime. Alors qu'est-ce que disent les pervers narcissiques quand je les reçois ici au cabinet? Je vais les entendre dire mon problème, je procrastine, j'ai pas de valeur, je suis nulle, tout ça m'affecte beaucoup. J'ai fait 10 ans de suivi psychiatrique ou de suivi psychologique. Ils vont se plaindre d'avoir affaire à une personne culpabilisante dans le travail. Donc ils vont dire que lorsqu'on leur fait une remarque, ils se sentent immédiatement défaillants. Ils vont dire que telle situation les conduit à manquer de confiance en eux, à manquer d'estime. Ils ont l'impression de ne pas avoir de valeur. Ils vont aussi avoir peur du rejet. Ils peuvent dire qu'ils ressentent de la culpabilité, qu'ils ont souvent des idées malsaines, c'est-à-dire dans le sens idées suicidaires, mais sans aller se suicider quand même. Ils se plaignent de procrastination. J'avance pas donc dans mes projets. Je démarre beaucoup de choses, mais je ne les continue pas. Je papillonne. Je ne me sens pas comme les autres. J'ai l'impression d'être un imposteur. Etc. Donc, c'est vraiment les moments où je me dis, là, ce serait intéressant qu'il y ait une caméra qui filme ces moments, parce que vraiment, c'est excessivement difficile, dans ces périodes-là, de détecter que vous avez affaire à un ou une pervers narcissique. On est bien d'accord. Seulement, il va falloir faire des choses pour aller détecter tout ça. Vous voyez bien dans ces exemples, au travers de ces mots, que là, n'importe quelle personne empathique pourrait les utiliser. Parce que là, ils copient les collègues, les autres humains, que ce soit dans la vie réelle ou dans les films ou dans les reportages ou dans ce qu'ils lisent. Parce qu'ils lisent aussi sur Internet des tas de trucs et astuces autour de la manipulation, ça c'est clair, qu'ils essayent toujours de voir quelle stratégie utiliser pour parvenir à leurs objectifs. Et ça leur paraît tout à fait sain. Qui ne cherche pas sur Internet comment monter un projet, comment parler correctement à ses enfants, voilà, tout ce qui est autour de la communication non violente, etc. Donc pour eux, ils sont tout simplement en train de faire la même chose, mais comme ils n'ont pas les codes, ils se retrouvent en train de chercher davantage de choses. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont surtout pas d'empathie. Et leur façon de traiter les gens par la violence psychique et parfois aussi physique et de vouloir détruire les gens, ça, ils n'ont pas du tout idée que ça ne se fait absolument pas chez les gens sains. Et ils confondent aussi, sur le plan professionnel, bien sûr que vous avez des personnes qui vont mener leurs affaires de main de maître et ils vont être tout à fait capables d'utiliser des stratégies complexes pour s'enrichir, pour faire grandir leurs projets, etc. Mais pas forcément en voulant détruire autrui. Et là, vous voyez, il y a toutes ces nuances qui sont importantes, puisque ça change tout à la vie. Toutes ces nuances, pour eux, ça n'existe pas. Eux, tous les coups sont permis. On en a déjà parlé dans une vidéo. On fait vite, on fait fort, on se sent doué, intelligent, on a l'impression d'être un grand Manitou. Et effectivement, quitte à détruire les gens, mais ça n'est pas un problème pour eux, puisque de toute façon, ils ne ressentent pas la souffrance émotionnelle, ils s'en moquent complètement. Et donc, ce champ lexical, ils vont l'avoir ici au cabinet avec moi. Dans ce moment-là, je suis en train donc d'être pleinement à l'écoute d'une personne qui souffre. Et ça peut se produire, effectivement, dans votre vie personnelle. Si vous avez une garde alternée avec vos enfants, ils peuvent tout à fait être en train de dire, pour le bien-être des enfants, il faut qu'on s'entende. Ils disent ça, mais en fait, ils vont faire tout le contraire. Mais vous aurez entendu, il faut absolument faire les choses le mieux possible pour les enfants. Sauf que dans le mieux possible pour les enfants, ça va passer par le mieux possible pour lui, si c'est un pervers narcissique, et pour elle, si c'est une pervers narcissique. Quand ils vous parlent de leurs ex, ils vont se réjouir, en fait, qu'ils vivent dans la pauvreté, ou que leur vie ne soit pas excitante. Ils aiment beaucoup, si leur ex est une femme, dire qu'en fait, elles n'ont pas reconstruit leur vie, ou que leur vie est monotone, qu'elles sont un peu folles, qu'elles font des choses dans leur quotidien qui sont vraiment bizarres. Et ils vont tourner ça en ridicule en disant que c'est voilà, complètement fou et inintéressant. Ils peuvent très bien aussi tromper leur femme depuis des années
Et ils vont pas avoir d'empathie pour la femme, ils vont juste le déclarer, ils vont dire oui, quand même, c'est vrai que je l'ai beaucoup fait souffrir. Mais au moment où ils disent cette phrase, il y a pas l'émotion qui va avec. C'est une déclaration formelle. On dit ça parce que c'est bien de le dire, parce qu'il faut le dire. Donc il y a plein de phrases qu'ils vous disent, mais c'est parce qu'il faut les dire, parce qu'ils les connaissent, ils savent que dans ces occasions, c'est ça qu'il faut dire. Mais ils n'en pensent rien du tout, bien souvent. Et c'est ça qu'il faut pouvoir aller tester. Et avant de tester, voyons quelques points. Alors, pourquoi les pervers narcissiques vont mimer l'empathie? Alors déjà, parce qu'effectivement, ils ont appris à le faire et qu'ils savent que ce sont des choses qu'il faut faire, donc ils vont vous donner ce qu'il est bon de donner. Mais il y a des choses qui les intéressent, c'est que ça va activer des choses. Ça va activer votre compréhension, votre empathie, votre envie de les aider. Et à l'inverse, ça va inhiber votre vigilance. Ça va inhiber votre clairvoyance, votre capacité de prendre du recul, de la hauteur sur ce qui est en train d'être dit et d'être fait. Vous allez avoir l'impression d'être avec un semblable. Et donc, s'il est un semblable, vous allez pouvoir revenir davantage en vous, dans vos capacités d'empathie, de vous imaginer que lui aussi, en miroir, ressent toutes ces choses que l'on ressent quand on est empathique. Et c'est là où vous êtes du coup entièrement activé dans votre empathie et complètement inhibé dans votre méfiance. Incapable donc de voir le jeu en face de vous et incapable d'imaginer de toute façon que quelqu'un puisse jouer un tel jeu. J'y reviendrai dans la série des 22 nuances de bienveillance sur le sujet de l'empathie. Alors au fond, on sait bien qu'il y a des êtres qui ne sont pas empathiques et qui veulent nous nuire. La fable, le conte, par exemple, du petit chaperon rouge. Nous avons déjà un loup qui se déguise en mère grand. Vous voyez bien, le loup, il va mimer entièrement tous les comportements de la mère grand pour amadouer, pour sensibiliser ce petit chaperon rouge, l'emmener jusqu'à sa maison, jusqu'à l'aider, et puis finalement lui réserver un sort pas très enviable. Il y a des expressions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est vrai qu'on voit bien, on imagine bien un peu plus loin notre pervers narcissique, homme ou femme, comme un diable, là, qui nous attend un peu plus loin avec sa tête d'ange, son petit sourire, ses petites mimiques comme ça, genre je suis un gentil ou une gentille. Et en fait, tout le chemin qui mène à ce diable qui semble tout à fait charmant est pavé de bonnes intentions. Et tout ça, c'était par exemple le love bombing. C'est les love bombing qui peuvent revenir de temps en temps. C'est les faux gestes positifs qui derrière vont être suivis d'une attaque destructrice. Voilà en fait comment l'histoire et les contes peuvent nous avoir prévenus, mais on ne peut jamais imaginer que quelqu'un puisse se comporter de la sorte. Ce n'est pas dans notre programme de nous méfier de quelque chose de machiavélique comme ça. Alors maintenant, il faut tout de même, le sachant, et comme nous avons vécu des expériences de perversion narcissique, il faut donc installer les antennes et les radars. Alors via des exercices bien sentis de sophrologie ou d'hypnose, on peut faire ça de manière extrêmement puissante et intérieure et profonde, qui permettent justement de détecter, de se mettre dans une sorte de distance et de recul, et d'être en capacité d'observer l'autre. Et finalement de tester les attitudes. Parce que si on revient à cet exemple d'une personne qui vient au cabinet et qui me dit moi, je me sens jugée au travail et cette collègue vraiment me fait sentir comme si j'étais nulle et du coup ça me fait perdre toute confiance en moi. Vous imaginez bien que je vais d'abord aider cette personne comme une personne en souffrance. Maintenant, si cette personne, et en l'occurrence c'était le cas, est pervers narcissique, il y a plein de choses dans son attitude qui sont étranges. Il va y avoir à des moments comme ça de faire la victime, puis à d'autres moments de se montrer en surpuissance avec cette même collègue ou une autre. Un champ lexical que n'a pas une personne en souffrance. Donc en fait, il faut faire des tests, et c'est ce que je fais au cabinet. Donc je vais en général prendre mon habit de naïve,
et venir questionner cette relation, son comportement, et voir si progressivement, elle ne peut pas à d'autres moments être dans la surpuissance, et je vais tester le sadisme, la triangulation, la culpabilisation, etc. Et beaucoup de comportements comme ça, pour valider en fait que cette personne est pervers narcissique. Je travaille avec une majorité de personnes qui ne sont pas pervers narcissiques, donc je travaille d'emblée dans ma tête avec des personnes saines, mais il arrive toujours un moment quand en fait l'interlocuteur va être finalement pervers narcissique, il y aura eu des tas de choses troublantes, en 2-3 séances, ça va forcément se manifester. Des choses qui viennent vous dire, mais du coup il est aussi extrêmement culpabilisant, il est extrêmement tranchant, il aime beaucoup jouer des choses, il n'a pas d'empathie. Voilà, tout un ensemble de tests. Hein, il y a 50 comportements, donc je vais en tester une majorité quand des indices semblent se présenter à moi. Mais c'est vrai que quand la personne va s'avérer être pervers narcissique, il va y avoir très rapidement des indices. Il va y avoir des comportements qu'une personne saine n'a pas. Des phrases, des déclarations. Et elle va se réjouir d'une peine, elle va faire montre de manque d'empathie, elle va culpabiliser quelqu'un, elle va être, oui, sadique pour certaines choses, elle va montrer en fait qu'elle démarre plein de choses, puis qu'après elle délaisse, elle va être extrêmement aussi irritable, dans le contrôle. Voilà, donc il va y avoir tout un ensemble de choses que je peux identifier peut-être plus facilement dans le contexte du cabinet. Quand on n'est pas dans le cabinet, et c'est ce qui nous intéresse là dans cette vidéo, il est important d'aller tester l'empathie de la personne. Vous avez déjà éventuellement une capacité à prendre du recul, à vous mettre en hauteur, de prendre du recul sur ce que dit la personne et de mieux l'observer, de la regarder. C'est pas très facile non plus. Donc ce que vous pouvez aussi faire, c'est quand vous racontez des histoires qui sont tristes, c'est de tester finalement comment se comporte la personne. C'est vraiment un très bon indicateur. Et bien sûr, pas qu'une seule histoire, mais régulièrement. Et si vous vous rendez compte que la personne n'a jamais d'empathie, il faut continuer à étudier les choses. On a vu tout un ensemble de comportements jusqu'à aujourd'hui et aller tester ces différents comportements déjà de votre côté. Sentez-vous autonome et tout à fait compétent de le faire. Testez s'il y a de la triangulation, si vous vous sentez toujours un peu mis en jalousie. Est-ce qu'il y a du sadisme dans cette personne? Est-ce qu'il va vite et fort dans des débuts de projets, de planning, de relations? Voilà, ce qu'on a vu, testez ces points les uns après les autres et faites attention de ne pas vous faire avoir par la mauvaise interprétation. Il m'a dit qu'il viendrait m'aider, c'est donc forcément quelqu'un de gentil. Poursuivez votre étude de la situation. La situation, donc, c'était que vous avez besoin d'aide. Il vous a dit qu'il venait vous aider. Est-ce qu'il est venu vous aider? Oui. Et est-ce que par la suite, il va y avoir eu un coup de bâton suite à cette aide, ou est-ce qu'au contraire, il n'est pas venu? Bref, est-ce que cette situation a généré qu'au final, vous avez souffert de ça? Ou qu'il s'est servi de toute cette situation pour vous faire souffrir un peu plus tard? Voilà, donc je sais que ce n'est pas facile, mais entraînez-vous et vous verrez que progressivement vous y parviendrez. C'est important, c'est indispensable même. Donc en synthèse, je vous dirais qu'effectivement, cette absence d'empathie est complètement problématique. Elle leur permet de faire souffrir les uns et les autres. Ils ne ressentent pas la souffrance émotionnelle, ce ne sont que des connaissances et des informations intellectuelles. Il y a plein de façons de souffrir de leur manque d'empathie. Ils utilisent le mimétisme pour apprendre ce que sont les signes d'empathie et ainsi finalement activer en vous tout un ensemble de choses qui les intéressent, inhiber aussi votre méfiance, etc. Et votre astuce pour vous en sortir, c'est d'aller tester cette empathie, de le voir réagir. Ça ne suffit pas, un seul comportement ne suffit pas, donc allez tester les différents comportements. Si vous avez l'impression qu'il y a un doute sur cette personne, ne faites pas ça en permanence avec tout le monde, bien sûr. Préservez-vous d'entrer en contrôle de tout et de tout le monde. Bien sûr, ce serait peut-être délétère pour votre santé. Mais si vous avez l'impression que ça ne va pas avec une personne, que vous souffrez, que vous attendez, que vous n'êtes pas aussi heureuse que vous le devriez,
que vous vous sentez maltraité d'une façon ou d'une autre, que vous êtes culpabilisé, hein, revenons à la vidéo des signes de début de relation qui peuvent éveiller votre méfiance. Donc s'il y a quoi que ce soit qui vous met dans le questionnement par rapport à une personne, faites ces petits tests rapides sur un certain nombre de comportements de perversion narcissique et ça va vous aider. Donc la première chose, c'est de mettre ses antennes et ses radars et d'activer la mise à distance. Et on observe son interlocuteur et si on a des doutes, on teste différents comportements pour valider ou invalider que la personne est pervers narcissique. On a fait ce travail avec une personne cette semaine au cabinet et elle se demandait si son compagnon était pervers narcissique et effectivement, c'est pas le cas. Par contre, il a un très grand niveau de narcissisme et comme je vous disais dans une vidéo, un narcissisme exacerbé peut être destructeur aussi, puisque cette personne va tourner tous les projets et tous les scénarios de façon à ce que ça l'avantage elle, quitte à vous nuire. Et il peut y avoir certains comportements de perversion et ça ne va pas pour autant signer une personnalité de perversion narcissique. Donc, il faut qu'il y ait du narcissisme, de la perversion et un maximum de comportements, je dirais au moins 15-20 sur les 50 que je vous présente là, et cela de manière concomitante, tout ça en même temps et un peu en permanence. Et là, vous signez une perversion narcissique. Et bien pour continuer à vous éclairer, du coup, je continue les vidéos. C'est vrai que je tarde un peu à sortir des vidéos en ce moment parce que je suis sur plusieurs projets en parallèle. Si vous voulez être informé donc de toutes les vidéos à venir et puis de tous les projets autour de la perversion narcissique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche grise, de mettre un petit like pour me soutenir et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.